Voilà, bah nous sommes à Boulogne-Billancourt, exposition Jean Gabin. Il y a une prolongation, on a de la chance. C'était jusqu'à fin juillet. C'est poussé jusqu'au 15 janvier pour les fêtes de Noël. Bravo, magnifique. Donc si vous êtes sur région parisienne, vous pouvez venir. Bon, c'est pas trop cher, l'entrée c'est 7 euros. Si vous êtes à la retraite, c'est 5 euros. Si vous êtes au chômage, c'est gratuit. Voilà, hop. Il y a une dame, je fais le tour. Voilà. Donc, on commence. Donc, c'est Jean Gabin. La grande famille. Maigret. Monsieur. Le chat. Le baron de l'Écluse. Encore Maigret. Chien perdu sans collier. La péniche de l'amour. Quai des brumes. Pépé le Moco. La belle équipe. Là, c'est la crécelle de Jean Gabin. Et là, il y a une lettre écrite à la main de Jean Gabin. Les petits dessins de Jean Gabin. Son acte de naissance de Jean Gabin. Il est où? Le premier à l'école, c'était quelqu'un qui n'aimait pas. Mais il adorait allumer le feu à la classe, il adorait remplir les banques, il se chargeait de tout ça. Il était sur ce point-là, il était dans la classe. Bon, ensuite, les études, personne ne pensait pas. Quelques personnes qui ont connu enfant. Jacques Prévert et Jean Gabin. Ah voilà. C'est un peu comme moi, entre ville et campagne. C'est les meilleurs entre la ville et la campagne. Pas trop, pas assez. Maison d'enfance de Jean Gabin. On dirait, ça fait penser aux escaliers de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Ouais, c'est... Chacun sa chance. Plus d'un gars du quartier, lui, sans faire prier. Viens, Pipine, au petit bal du bateau. Viens, Pipine, danser avec mes zigots. Ta peau claire, ta voix claire, ton teint pâle, ta frimousse, ta peau douce, ton air pur. Viens, Pipine, tu me feras dormir ta go. Il y a des gens pour être heureux qui leur en font des choses. Quand ils n'ont pas tout pour eux, alors les flamants roses.
leur peau délicate en soie, des perles de ma chair. Ils mangent comme des rois sans y mettre les doigts, leur moule marinière. Oh, ce qu'ils font les magnes pour boire du champagne, mais pour nous vraiment, n'en faut pas tant. Visez donc mes bouts vernis, Regardez ça, c'est le micro, le petit haut-parleur visez mes chaussettes, comme dans une sorte de parapluie. verlousse de brise. J'ai de beaux garçons, c'est vendredi. Pepe le Moco. Voyons, il paraît qu'il y en a pour 1 heure. À lire tout, 1 heure. Hein. C'est beaucoup des souvenirs de la famille qui ont. C'est son fils et sa fille, le Jean Gabin. Souvenirs de famille. La belle équipe. Accordéon. Yeah. La belle équipe, Julien Duvivier, comme son titre l'indique, le film choral de tout l'esprit du Front populaire s'incarne dans ce petit groupe d'ouvriers qui, après avoir gagné à la loterie, a l'idée de construire une guinguette au bord de la Marne. Mais l'individualisme des personnages fera échouer leur entreprise, annonçant la fin du Front populaire et la prochaine désillusion de l'idéal ouvrier. Ça rappelle beaucoup de choses, ça. La belle équipe, Charles Vanel. C'est un bon aussi, Charles Vanel. Un Piconvière. Gueule d'amour. La bête humaine. C'est marrant ça. Le réalisme poétique et les désillusions de l'idéal ouvrier. Valérie. Nous, on en est toujours un peu là aussi. Désillusion de l'idéal. Il n'y en aura plus des ouvriers, ils n'en veulent plus. Pas qu'un peu, elle est ma femme. Allez, non. Regardez la valise, le cartonche, des petites caisses comme ça, la musette, la petite musette avec la gamelle pour aller travailler à l'usine. Le jour se lève, Marcel Carnet, les bas-fonds, tunnel. Hollywood et la guerre, l'occupant nazi souhaite que la star joue dans les films qu'il veut produire pour inonder le marché européen sous sa botte, rêvant d'avoir avec lui le héros idéal. Gabin choisit de partir à contre-cœur. Il se sent très français et n'a jamais souhaité s'éloigner trop longtemps de son pays, de sa terre. Il quitte la France à la mi-février 1941 et débarque à New York avec son vélo et son accordéon. Jean Gabin carbure l'English
En suivant des cours avec une institutrice et en regardant les films avec Claire Gable, il revoit aussi Michel Morgan et rencontre Marlène Dietrich dans un cabaret nommé La Vie Parisienne. Le couple s'installe dans une maison appartenant à Greta Garbo, au sein de laquelle Marlène lui reconstitue une petite France en lui cuisinant des choux farcis et du pot-au-feu et en lui achetant du café, des vins français et des disques de la môme Piaf. Mais cet éloignement lui fait ressentir plus vivement encore cette identité qu'il porte au fond de lui et dont il est un peu l'archétype à l'écran. De plus, il apprend qu'il est surveillé par le FBI en raison de sa liaison avec Marlène épiée à cause de ses origines germaniques. Jean Gabin est suspecté d'être un pro-vichiste en raison d'un visa de propagande qui a été apposé sur son passeport en échange de l'autorisation de quitter la France. S'il est vite disculpé, ce soupçon va créer une blessure qui ne se refermera jamais. Déjà mal à l'aise d'avoir abandonné son pays, le Français ne peut accepter qu'on puisse douter de son patriotisme. La seule solution pour convaincre les Amerlocs et de convaincre lui-même qu'il n'est pas un planqué, c'est de s'engager. Et en fait, il s'engagera avec la 2e DB, 2e division blindée. Et en fait, c'est un peu comme maintenant, quand des fois il y en a un qui gêne. Même si c'est un gentil, on va dire que c'est un méchant. Il y en a eu plein comme ça chez les GJ, on peut le dire. Moi, j'ai revu Maxime Nicole. Il y en a qui le critiquent, mais il dit des belles paroles. Mais comme il parlait de trop, on va dire que c'est un collabo. Celui qui n'est pas collabo, on peut dire que c'est un collabo. Et celui qui est collabo, on va dire que c'est un héros. Ça dépend qui c'est qui tient les manettes. Tout est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. C'est quoi ? Une enveloppe de Beverly Hills, Californie, pour Jean Gabin. Ouais. C'est une lettre du consul qui lui demande de rentrer. Il rentre. Lis-le, j'arrive pas, moi j'ai pas. Il y a une lettre du consulat. Regardez, qu'est-ce qu'il. Il lui demande de rentrer pour faire quoi ? Attendez. Cher monsieur, c'est le consulat de France à Los Angeles. Cher monsieur, donc c'est une lettre pour Jean Gabin. Le 27 décembre 1941, comme j'ai l'occasion de vous le dire, le gouvernement français m'a pris par l'intermédiaire de votre ambassadeur à Washington d'insister de façon très pressante auprès de vous afin que vous rentrez en France le plus tôt possible. Je fais la même démarche auprès de Madame Morgan et de Monsieur René Clair, Julien Duvivier et Jean Renoir. Toute assurance vous seront données en ce qui concerne votre séjour dans les 2 zones et toute facilité vous seront accordées pour l'exercice de vos activités professionnelles. Notre pays, vous le savez, a besoin de grouper ses forces matérielles et spirituelles pour résister aux malheurs qui l'accablent. Les milieux dirigeants, le peuple lui-même estiment que vous avez une place de choix dans ce ralliement national et que votre absence prolongée serait comme une défection dans ces heures de souffrance. Je n'ignore pas que vous avez des obligations contractuelles envers les studios d'Hollywood et je vous fais confiance pour vous libérer dès que cela vous sera possible. Et en fait, c'était la France de Vichy en 1941. Donc, et en fait, regardez où il est parti. Et il est parti là. Le combattant. Voilà. Résistance, résistance. Le combattant. Le 3 avril 1943, Jean est enrôlé dans les forces navales françaises libres avec un contrat d'incorporation jusqu'à la fin de la guerre et parce qu'un mec de 40 berges avec ses cheveux blancs risque d'avoir l'air con avec le col marinier et le béret à pompons. Il est bombardé d'office second maître, mais au moment d'embarquer pour combattre, Gabin reçoit un télégramme émanant du cabinet de Gaulle à Londres. Le général lui demande de rester aux États-Unis pour tourner le film de propagande L'imposteur Julien Duvivier. Censé inciter les jeunes Américains à s'engager, Jean y interprète un évadé de prison qui, prenant les papiers d'un sergent mort sous ses yeux, va s'illustrer sous cette identité dans la bataille de Koufra. Ce film annonce le prochain destin de l'acteur. Il se débarrassera de son pseudonyme d'artiste Gabin pour reprendre sa véritable identité. Moncorgé décidera d'aller participer sous son vrai nom à la libération de son pays. Dès le film terminé, Jean Gabin s'engage enfin. Les FNFL
et en janvier 1844, embarqué à bord de l'Elorn en direction d'Alger, il traverse l'Atlantique sous le feu ennemi, puis devient instructeur au centre Sirocco d'Alger. En 1945, il rejoint la 2e DB blindée du général Leclerc et participe à bord d'un char à la fin à la campagne d'Alsace, avant de contribuer à la libération de la poche de Royan. Ce parcours le conduira jusqu'au nid d'aigle d'Hitler à Bergen-Belsen. Après cet engagement, plus jamais Gabin n'acceptera d'interpréter un soldat à l'écran. Quand on l'a fait pour de vrai, la guerre, c'est pas du cinéma. Allez donc. Voilà. Ah, c'est ça le film, L'imposteur. Ah, c'est un peu politique. Regardez, c'est sa tenue de... Oh là là. Comme il était embarqué. Le pacha. Vous avez 150 hectares, 300 têtes de bétail et 15 chevaux. Donc, voilà, donc c'était les années 45 et là on rentre dans les années 50. La France des années 50. Don't play the call to us. I want another evening with a chance. Then we will say, I and I'll always keep you in my heart with me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Et oubliant pour une fois de jouer dur, Jean Gabin a prononcé le oui fatidique et traditionnel en faveur de mademoiselle Dominique Fournier. Regardez, il a fait de la peinture. Un épilogue que les scénaristes avaient toujours refusé. C'est une toile. De quoi la pierre? Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Déménagez encore? Oui, maman trouve que la salle se mieux dans le coin là-bas. Incontestablement. Bonsoir. Bonsoir. Le décorateur m'y connaît. J'espère que vous regardez un peu pour demain. Demain, je vous dis pas C'est ça. Bon, madame. On va monter un peu sa température pour le 5. Ah, bon, ça. Les enfants portent des fruits vers à longueur de journée et veulent du sucre à la piste. Je suis la seule ici à faire le gendarme. Vous faites signe. C'est un tombeur, Jean Gabin. Hein. Les 30 Glorieuses, un autre Gabin apparaît et s'accomplit durant cette période de prospérité pendant laquelle le pouvoir d'achat des Français va être multiplié par 4. Mais si ces personnages s'enrichissent, ils traduisent aussi une crise d'identité majeure. Les titres de l'époque sont en cela significatifs. La nuit est mon royaume, la minute de vérité, la vérité sur Bébé Donge, le plaisir, leur dernière nuit, fille dangereuse, le sang à la tête, le désordre et la nuit, en cas de malheur, etc. La maison Tellier, l'un des 3 sketchs du plaisir, montre Gabin naïf, désarmé, dépassé par l'arrivée de jolis catins venus à un mariage. La traversée de Paris, Claude Autant-Lara nous offre une plongée au cœur de Paris de l'occupation allemande, corrompue par le marché noir. Dans un cas de malheur, Jean est un avocat qui trahit son serment en apportant un faux témoignage pour défendre la jeune étudiante dont il s'éprend. Brigitte Bardot, c'est une France immorale qui est dressée
dans ces deux films. La collaboration a laissé des traces. Ouais. Gasoil, c'est un film aussi, ça. Gasoil. Conduisait un camion. Gasoil. Le gasoil, il est à 2 € le litre. Le gasoil, plus cher que l'essence. La nuit, mon royaume, fille dangereuse. Tiens, celui-là, c'est la traversée de Paris. Ça rappelle des souvenirs. Jean Gabin. Et Bourville. Claude Autant-Lara. Jambier, 45 rue Poliveau. Jambier, Jambier. Ah, ça, c'est des beaux casiers à bouteilles. Chez ma grand-mère, il y en avait dans la cave. On a tous eu un grand-père, une grand-mère qui avait ça dans la cave. Et le livreur, il venait, il commandait par caisse comme ça. Comme ça, il venait une fois par mois. Voici le temps des assassins. Sombre titre emprunté à Rimbaud. Gabin incarne un restaurateur des Halles qui défend la cuisine française contre l'invasion des fast-food américains et du Coca-Cola aux dépens du thé et des yaourts. Son cœur vacille pour une jeune fille, Danielle Delorme, qu'il a recueillie sans connaître le plan machiavélique qu'elle nourrit à son encontre. Dans certaines scènes, Gabin apparaît en pyjama rayé et porte des charentaises aux pieds, archétype du français d'autrefois. Le temps des assassins. 1956. Ça, c'est des chaises de bistrot. French Cancan. Moulin Rouge. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Quand j'étais jeune, en 85, j'étais sponsorisé par le Moulin Rouge. Ils nous avaient sponsorisé, nos fils d'ouvriers. Fils d'ouvriers sponsorisés par le Moulin Rouge pour faire le Paris-Dakar. Ça, je ne sais pas s'ils le referont maintenant, les grandes entreprises. Le Lido a fermé, il reste le Moulin Rouge. La famille Clérico, une bonne famille. Génération en génération, patron du Moulin Rouge et du Lido. Mais le Lido, c'est fini. Fermé. En cas de malheur. Traversée de Paris. Jambier. Regardez, le chauffeur de taxi et le peintre. Grand Gilles. Le peintre s'appelait Grand Gilles. Et les années 54-60, entre flics et truands. Touché pas au Grisby. Lino Ventura et Jeanne Moreau. Selon la représentation d'une donne, le cinéma policier interprété par l'acteur, la société de l'après-guerre est dominée par l'affairisme. Dès lors, Jean incarne cette défense d'un cinéma ancré dans ses traditions bien françaises face à une américanisation de la société, revendiquée notamment par la nouvelle vague, une attitude bien légitime pour un homme qui a tant regretté son pays lorsqu'il était en Amérique et qui s'est battu pour lui. L'affaire Saint-Fiacre. Les photos. Simon Maigret.
J'avais joué ça à l'harmonica. C'est du jonc. C'est du jonc. Encore une chance. De la joncaille. Mitrailleuse Sten. Britannique. 8 millions de fabrications, la mitrailleuse. J'ai vu ça dans le musée aux Invalides. Toi, tu ne rejoindras pas quand on sera dans la voiture. Et d'ici là, que personne ne bouge. Et tant. Bah, tu viens avec nous, oui. Touchez pas au Grisby. Et ben voilà. J'ai oublié de filmer le zinc. Vous voyez, c'est du zinc dessus. C'est du zinc. On disait le zinc. La radio d'époque. Ah, c'est intéressant le stand du studio. En 1939, les années d'occupation faste pour le cinéma français, les studios de Boulogne-Billancourt voient le jour rue de Silly à Boulogne. En 1946, les accords Bloom-Bern, en favorisant l'importation du cinéma américain sur les écrans français, permettent aux cinéastes, en 1946, vous voyez, juste après la guerre, bah ça y est, ça aurait été de toute façon où c'était les Américains ou ça aurait été les Allemands. Bon, bah, permettent aux cinéastes d'outre-Atlantique de venir tourner en France. Les studios de Billancourt ne désemplissent pas. L'activité est à son sommet sur les plateaux et dans les couloirs, les vedettes françaises croisent les stars américaines. En 1955, Jean Gabin, François Arnault, qui filment des gens sans importance d'Henri Verneuil, côtoie Tony Curtis, Burke Lancaster, tournant Trapèze de Carol Reed. Au début des années 60, avec l'arrivée de la nouvelle vague et de l'esthétisme qui s'y rattache, les films se font en extérieur. Néanmoins, certains réalisateurs tiennent à rester en studio pour plus commode et plus propice à la réalisation de leurs projets. Pendant les 20 dernières années suivantes, les deux studios boulonnais prennent l'apparence d'un Hollywood sur scène. On y tourne sans relâche, et quand l'activité diminue vers la fin des années 70, ouais, en 73, c'était mort pour eux, on le sait tout ça. Les studios retrouvent une certaine vigueur grâce aux post-synchronisation. En 1994, un incendie dévaste une grande partie des studios de Billancourt qui seront totalement détruits. Un an plus tard, Boulogne poursuivra quelque temps son activité pour le 7e art, puis se mettra au service de la télévision. Et en fait, c'est pour ça, Hollywood, c'est pifomètre, comme on ne peut pas le savoir. Alors, il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront pas. Pifomètre. Hollywood. Est-ce qu'un jour ça changera? Dieu seul le sait. À quelle sauce ils vont nous manger? Ça, on ne le sait pas. Ouais. Les pifomètres qui tiennent le haut du pavé à Hollywood. Voilà. Maigret voix rouge. On est la cible. C'est un fiacre, le patron des taxis. D'ailleurs, on dit un taxi, appelle-moi un fiacre. Voilà. Le tournage en extérieur devient moins contraignant. L'évolution technique du matériel offre une grande liberté de mouvement. Cette révolution technologique influence la nouvelle vague, comme une autre évolution technologique a influencé les peintres impressionnistes un siècle plus tôt. Les tournages en extérieur se développent donc aux grandes dames de Jean Gabin. Il préfère l'univers des studios qui apparente à l'usine. Faisant l'analogie entre l'acteur qui a rejoint les plateaux à l'heure dite, l'ouvrier qui pointe en retrouvant son lieu de travail. Gabin n'aime pas les déplacements qui le retiennent loin de sa famille et surtout pas ceux qui l'obligent à franchir le sud de la Loire. Ouais. Et en fait, les studios de Boulogne étaient juste à côté des usines de Renault.
les usines Renault à Boulogne-Billancourt. D'un côté, il y avait les studios de cinéma et de l'autre côté, il y avait les usines pour fabriquer les 4L et toutes ces bagnoles. Voilà. Ah oui, ils font des décors. Fabrication de décors de cinéma. Tout est parti à Bollywood, Hollywood. C'est comme ça. La bande à Gabin. Alors, Ventura, Blier. Fernandel. Le Sicilian Clan. Après l'époque d'Olon qui arriva. Pour se rassurer, Jean Gabin a préféré toute sa vie ne jouer en définitive qu'un seul et même personnage, gommant dans tous les rôles tout ce qui n'était pas lui, tout ce qu'il ne ressentait pas personnellement, ses sentiments, sa vision de la vie, sa moralité très stricte, son intransigeance, l'intégrité. Il n'hésitait pas à rayer des passages entiers des scénarios qu'il lisait. En somme, Gabin était un feuilleton dont chaque film formait un épisode. Gabin, l'acteur, et Moncorgé, le marin, sont indissociables de cette équipe dans laquelle ils ont évolué. L'utilisation de la formule « la bande à Gabin » n'est pas usurpée ici et peut aussi être attribuée à la famille d'acteurs qui l'entouraient dans ses films. Blier, Carrette, Dalio, Franqueur, etc. Au clan de ses amis dans le métier, Fernandel et Lino Ventura, comme à la troupe qui l'épaulait à bord de l'aile Lorne ou dans le souffleur de une belle équipe en quelque sorte. Les Landes, c'était le bateau quand il est parti. Un singe en hiver. Si tu buvais plus vite, elle serait déjà là. Les choses entraînent les choses, le pilule, Voilà. il y a problème. Moi, c'est Ferguson ou Petit Gris, mais le paysan éleveur, il a eu des problèmes avec les paysans. D'origine banlieusarde, Jean Gabin a assimilé à la fois les milieux de son enfance et à la campagne à son adolescence de titi parisien. Mais il s'est toujours identifié aux gens de la terre, peut-être pour mieux se rapprocher des racines mythiques de son grand-père qui avait quitté son Rhône natal pour exercer le métier de paveur de rue à Paris. Cette attirance pour le terroir s'explique historiquement par l'englissement au cours du XXe siècle d'une société rurale à une société urbaine. En juillet 52, il réalisa son rêve de devenir propriétaire d'une ferme et achète le domaine de la Pichonnière, situé sur la commune de Bonnefoy, près de Moulins-la-Marche, dans l'Orne. Il y cultive la terre et y montre une écurie de chevaux. Ce statut d'homme du terroir revendiqué par l'acteur est pourtant remis en cause en 62 par des agriculteurs du département de l'Orne qui, s'opposant aux cumulards et à ceux qui, comme lui, ont acquis de nombreuses terres envahissant sa propriété, une trahison qu'il ne pardonnera jamais, se demanda éternellement pourquoi ces paysans ne l'ont pas considéré comme l'un des leurs, pourquoi n'ont-ils voulu voir en lui que Jean Gabin, l'acteur, et non Jean Moncorgé, l'éleveur. En 1973, lorsqu'il interpréta un superbe Gaston Dominici dans l'affaire Dominici de Claude Bernard Aubert, il saura pourtant mettre en pratique cette expérience séculaire d'homme de la terre en maîtrisant avec son seul bâton un troupeau de chèvres paniqués, éparpillés auxquels ni les chiens présents ni les dresseurs ne parviennent à faire entendre raison. Un attachement à la terre déjà révélé de façon magistrale dans la Horse, Pierre Granier de Fer, et il les saisissant en partie, dirigeant sa parenthèse à coups de bâton. Justement, j'ai vu un sur Ina, sur les paysans qui est obligé de quitter leur ferme et d'aller se retrouver là-bas chez Renault
dans le 78 là-bas. En fait, toutes les petites fermes, on les a bazardées. Et tout ça, c'est politique. Et lui, ben, les petits paysans, ben, ils perdaient leur ferme. Après, ils deviennent jaloux. Sauf que lui, il était pour rien. C'est le système. Toujours plus pour les gros et toujours moins pour les petits. Le problème, il est là. Voilà. Là, c'était Monsieur le Président. On aurait eu un président comme ça en ce moment. Peut-être que ça ne serait pas passé pareil. On ne sait pas. Mais bon. Ouais. Voilà, Jean Gabin. Ça, c'est un gars sur lequel on pouvait compter. C'était un homme droit comme une barre. un homme droit comme une barre. Allez, galop, divin chaud. La gloire des fusiliers marins de l'Extrême-Orient. La Manolette, du Alinares par le taureau Isléon. Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le tracteur de Lanson. À Roselito, le plus grand de tous. Voilà. Tiens, on va peut-être réciter le Noël des congrès ou bien dire un petit compliment, pourquoi pas. Alors tu vas aller trouver ton ami Rachid et puis lui dire que je suis pas dans la course, que je déclare forfait. Ouais, bah, faut trouver un texte. Il y en a un tout trouvé, ma fatigue. Voilà. Ah, il y a ses lunettes là, regardez ça. Son fils aussi avait des lunettes. Des lunettes noires, enfin. Je sais pas s'il est pas décédé, j'espère pas. Le fils Moncorgé. Pipe, briquet et cure-pipe de Jean Gabin. 2 passeports de Jean Gabin. Ouais. Comme à l'écran, comme à la ville. À partir du moment où Jean Gabin est père de famille, ses enfants, Florence, Valérie et Mathias, voilà, c'est Mathias de Moncorgé, sont nés entre 1949 et 1955 et il devient également à l'écran dans la rue des Prairies. Denis de la Patelière, en 1959, il incarne un papa inquiet face à l'évolution d'un monde que ses enfants revendiquent. Il aspire au progrès, à la richesse, à l'eau courante et au chauffage, tandis qu'il ne se satisfait du confort spartiate de son appartement situé dans une petite rue commerçante du 15e arrondissement. Quand il n'est pas père, il devient un modèle à suivre, entraîneur de boxe dans l'air de Paris, juge pour enfants, chien perdu sans collier. Le fossé se creuse entre les générations dans une société qui se modernise et s'accélère. Gabin, continuant d'évoluer à son rythme, apparaît comme le garant des traditions dans un monde en pleine évolution. Il revendique la France des petites routes et des bistrots, celle qui apparaît encore dans Gasoil ou des gens sans importance, une France du 19e siècle. Outre le conflit des générations, Rue des Prairies annonce la scission entre le cinéma dit de papa et la nouvelle vague, scission exacerbée par les propos du réalisateur Denis de la Patelière, qui compare cette dernière à une gigantesque escroquerie. Ça, c'est vrai. Le retour, les jeunes Turcs vilipendent ce cinéma du passé en oubliant ou en faisant exprès d'oublier que Gabin incarna lui aussi une nouvelle vague dans les années 30. Le vieux prend sa revanche lorsqu'il joue aux côtés de Jean-Paul Belmondo, un singe en hiver. Il adoube ainsi le jeune protégé de Jean-Luc Godard en le présentant comme étant son fils spirituel avant de partager l'affiche avec Alain Delon dans Mélodie en sous-sol. Plus tard, c'est Gérard Depardieu qui le couvrira d'éloges. Voilà. Les galures, les galurins. Casquette et galurins. Tiens, j'ai le même. J'en ai un comme ça. Casquette. L'air de Paris. Il a bien changé l'air de Paris, tiens. Ouais. C'est Hollywood qui tient le haut du pavé. Quand ceux qui connaissent un peu comme moi, ou ma femme Valérie, Hollywood,
Il y a du sale à Hollywood. Il y a peut-être du beau aussi, mais il y a du sale. Ça, c'est de qui? Jean Gabin, le jardinier d'Argenteuil. Ah ouais, Jean-Paul Le Chamois. C'est un artiste qui a peint quand il avait fait le film Le jardinier d'Argenteuil. Tiens, il est là, le jardinier d'Argenteuil. Justement, on arrive au 21e siècle et on nous dit que l'avenir pour nous, entre nous, hein, c'est un petit jardin, l'autonomie, voilà. Mais il y en a qui ne voient pas ça comme ça. Les gros financiers, ils ne voient pas ça comme ça. La grande finance. À une société qui vacille, la fin d'une époque. Et là, je ne sais pas dans quelle époque on est là. Dans le chat, l'ère concentrationnelle succède à l'ère pavillonnaire et donne le vertige au couple Gabin-Signoret qui se désagrège jour après jour. La maison, comme les deux personnages, sombre lentement, navire à la dérive au milieu des ruines et du vacarme agressif des chantiers. La jeunesse de Jean Gabin disparaît au même rythme que les pavillons détruits par les bulldozers à la fin d'un singe en hiver. Albert Quentin semblait attendre la mort sur le quai de la gare de Lisieux, n'espérant plus rien de la vie. Ici, Julien Bouin ressasse ses griefs et ne parle plus à sa femme, mais lorsqu'elle meurt d'une crise cardiaque, il la veille toute la nuit, puis se suicide. Œuvre prémonitoire de la fin d'un cycle, achèvement d'un règne, le chat clôt cette période des 30 glorieuses qui fait apparaître au cinéma une société violente où émerge une banlieue synonyme de perte de soi et de mémoire. Dans Le Tueur, Denis de la Patelière, 1972, l'acteur défend ses méthodes à l'ancienne au sein d'une police qui se modernise et semble désarçonnée par une barbarie de plus en plus brutale et agressive. Comme Julien Bouin qui collectionne les journaux dans sa cave et lit La Terre des Mille, Zola, Jean Gabin raconte tout un pan de la société française et comme lui, lorsqu'il se met à la fenêtre, il regarde le siècle qui se souvient. Il se souvient de son enfance lorsqu'il regardait passer les trains depuis la fenêtre de sa chambre à Mériel. Il se souvient des années de guerre lorsqu'il manœuvrait depuis la tourelle du Souffleur 2. C'est un char. Il se souvient de son domaine qu'il contemplait depuis la fenêtre du salon de la Pichonnière. Il se souvient qu'il croyait tout savoir et que finalement, il ne savait pas grand-chose. Ses souvenirs, il les a chantés à l'automne de sa vie. Grâce à Jean-Loup Dabadi, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. Mais ça, je le sais. Eh oui. J'ai 60 coups qui sonnent à l'horloge. Voilà. On arrive à la fin. Ça, c'est pas mal. Le jardinier d'Argenteuil le présente comme un homme d'un autre siècle. L'éloignement est encore plus flagrant dans Le Pacha, Georges Lautner, en 68, lorsqu'il entre dans la boîte de nuit Le Hippie, où il est confronté à une jeunesse hirsute qui se trémousse lorsque presque nu, tandis que Serge Gainsbourg chante Requiem pour un con. Le film, sorti en 68, annonce la grève à venir et la rébellion des jeunes. Gabin devient l'archétype de l'anarchiste de droite, celui de la traversée de Paris ou du président qui assure à l'écran ne pas voter bien qu'il ne manque aucune élection en privé, qu'il soit Archimède le clochard ou faux monnayeur dans le cave se rebiffe. Il défend les traditions et une certaine morale, sans aucune concession et avec obstination, prêt à se défendre lui-même si l'on l'attaque, comme dans La Horse. Ouais. Ça, c'est les années 60, le temps de la belle équipe des guinguettes au bord de l'eau a bien changé. Les grands ensembles envahissent les banlieues avec toute cette population que le cinéma représente comme délinquante et met en marge de la société. Le début des Mélodies en sous-sol, Henri Verneuil. Gabin revient à Sarcelles et ne trouve plus son pavillon de banlieue au milieu de cette cité d'immeubles qui ont poussé comme des champignons à pouvoir errer entre les bâtiments filmés par Verneuil et contre-plongés et rendre encore plus gigantesque. Gabin retrouve enfin son petit pavillon, dernier îlot perdu dans une forêt de béton. Cette scène montre littéralement un homme qui ne sait plus où il habite. Il incarne toute une génération en décalage avec une société qui évolue trop vite à un rythme effréné, coïncidence troublante. Gabin participait à la construction de ces mêmes grands ensembles de Sarcelles comme contremaître dans Rue des Prairies. Eh ben, je peux vous dire, hier j'ai vu une dame avec Valérie.
Elle est passée à la 5e, plus elle a fait la grippe, ça fait 6, et elle attend la 7e. Voilà où on en est. Comprendra qui pourra comprendre. La fin d'une carrière. Voilà. Ça, c'est beau aussi tout ça. Jean Gabin est impressionniste du XXe siècle, comme si, à la manière de Renoir ou de Sisley, il souhaitait prendre sur le vif par une technique simplifiée et allusive, par une modernité de la vision, le rendu de quelque chose, le permanent et l'immoral, quelque chose d'exprimant à la fois le passé et le familier, qui nous rend sensibles à la société décrite et souligne notre attachement au lieu évoqué. C'était jadis un rideau d'arbres chez Corot, un coup de vent sur l'eau de Monet, un jardinier chez Pissarro, et c'est ici Gabin qui s'assoit dans les herbes pour retrouver ses esprits après une crise, Gabin traversant un village de montagne, Gabin faisant la sieste à l'ombre d'un arbre avant de reprendre le volant de son camion sur une petite route sinueuse pour nous emmener quelque part, un quelque part qu'on le reconnaît instantanément comme un chez nous, un quelque part inscrit dans la chaleur de la tradition. Eh ben, les routiers font la sieste. Jean Gabin et Marcel Bozuffi, Gilles Grangier, Gasoil. Voilà. « 29e nuit du César, du cinéma, théâtre de Marigny. » Eh ben, il en a eu des médailles, regardez ça. Médaille militaire, Ordre national de la Légion d'honneur. Ça, c'était des vraies Légions d'honneur. Mec, il a libéré la France avec la 2e DB. Voilà. Parce que maintenant, c'est des prix. Le cave se rebiffe. Ça intéresse madame aussi. Gasoil. « 2 € le litre maintenant. Cette époque-là, ça doit être peut-être 80 centimes, 60 centimes, je sais pas. Eh oui. Eh ben ça y est. On est au bout. Voilà, allez hop, on va repartir. Ah, il y a la sculpture, je n'avais pas vu celle-là. C'est qui c'est? Masque Jean Gabin par Sandel. Allez, hein. Ah non, c'est là la sortie. Ah, c'est là la sortie, je cherchais la sortie. C'est un labyrinthe, hein. Thierry Lhermitte. Gérard Lanvin, Gérard Darmon, François Cluzet. Je l'ai pris dans mon taxi, François Cluzet. Christophe Malavoie. Tchéki Cario. Jean-Hugues Langlade, je l'ai pris dans mon taxi. Vincent Lindon, je l'ai pris dans mon taxi. Lambert Wilson, Fabrice Lucchini, Vincent Pérez,
En fait, on a fini l'expo de Belmondo, de Jean Gabin. On va pas tous vous les faire. On est là pour Jean Gabin. Benoît Poulvorde. On se croit au Fouquet. Johnny Hallyday. C'est comme au Fouquet. Ils ont fait une petite boutique. C'est bien quand même. Hein. On est à Boulogne-Billancourt. Vous pouvez venir jusqu'au 15 janvier. Voilà. C'est à la mairie, juste à côté de la mairie. Voilà. Et là, c'est le François. Adieu Gabin. Des lettres, des belles écritures. Mon père, C'est vous qu'on a vu tout à l'heure en bas. Merci madame pour les trottinettes. Hein. De rien. Je vous filme pas. Hein. Non, je ne veux pas. Non, non, vous inquiétez pas. Enfin, c'est sympa, hein. Ça fait comme un musée. C'est un musée en fait. Hein. Ah ben oui. Ça appartient à la ville de Boulogne, hein, c'est. Oui. Voilà. Et il y a la mairie juste à côté. C'est un musée municipal. Voilà, musée municipal. Pas cher. Et vraiment, là, on en a pour notre argent. Hein. Ouais. Et après, ça sera quoi alors après? Il faut voir ça comme ça, il faut voir comme la mairie offre ça aux habitants de sa ville et élargit même. C'est ça. l'offre. C'est ça. Ben, nous, on est passé par hasard à Boulogne. C'est une ouverture à la culture. C'est ça. C'est pas pour en avoir pour son argent, c'est qu'elle offre la possibilité d'un musée, d'une visite. La beauté, c'est important. Aussi, Bah, bien sûr, madame. accessible. Ah, mais moi, j'aime l'art, mais pour que ça soit accessible. Mais des fois. Les musées privés, des fois, c'est très cher et tout le monde ne peut pas y aller. Et puis, on a déjà vu des trucs, des taches toutes noires. Vous voyez votre mur là, tout noir? Ouais. Et ben, ils mettent un cadre et puis ça y est, c'est des tableaux. Et vous payez 15 € l'entrée, vous êtes deux, ça vous fait 30 €. Ça fait cher. Blanc sur blanc ou noir sur noir. Il y a même des tableaux lacérés avec des cutters. Raymond 1. Et qu'est-ce qu'il y aura alors après ça, vous savez pas? Je sais pas du tout. Au mois de pour le printemps. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a C'est rien, pas on sait. encore officiel. C'est pas officiel, c'est d'accord. Ben, merci madame. Allez, eh ben, là vous voyez, moi j'ai déjà été dans des musées, un mur tout noir comme ça, et on paye 15 €. Oui, bon, après, il y en a pour tous les goûts. Ah, il y en a pour tous les goûts, mais si on n'est pas bien renseigné puis qu'on ne sait pas Ah bah oui, il faut choisir avant, il faut se documenter avant, bien sûr. Et on voit la queue par exemple. Le premier dimanche du mois, c'est quand même. Mais les Oui. gens font la queue. Tous les premiers dimanches du Oui, mois, oui. les musées sont C'est le patrimoine. C'est ça. Donc là, vous pouvez. Nous, on a été une fois à Venise, Fondation Pinault, qui devait être à Boulogne et qui n'est pas venu à Boulogne. Vous vous souvenez de l'histoire? Non. Dans l'île Seguin, là-bas. Ouais. Ben, il y avait à boire et à manger. Non, je connais pas cette histoire. Moi, je suis pas boulonnaise. Ah, d'accord. Oh, ben, moi, j'étais chauffeur de taxi, madame. 44 ans de métier. Alors, je connais bien. Boulogne. Partout. Oui, Par la bah, région Paris, quoi, Paris. Contact, bien Voilà, sûr, Paris. beaucoup de Voilà. différences, Ça vous a plu, votre métier? Ah oui. Oui. Oh, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait le Paris-Dakar 3 fois en taxi. C'est cool. Après, j'ai aidé des jeunes en banlieue. J'avais ouvert une galerie d'art. Mhm. Ça s'appelait Art des Cités. Et alors? Au lieu qu'ils taguent sur des murs, je leur donnais des tableaux. Jamais de subvention. Hein. Pendant 10 ans, on vendait rien, il n'y a que moi qui achetais. Donc ça m'a fait une collection. Mais bon, c'est de l'art contemporain. Et vous avez revendu la collection? C'était de l'art contemporain, madame. De l'art contemporain, vous comprenez? Donc l'art contemporain. Par contre, en 2007, J'entends, hein. on s'est fait expulser. Pourquoi? Bah, ma femme était avec nous, on s'est retrouvés on avait l'appartement au-dessus, on a perdu 100 000 € dans l'histoire. Vous faites sur Internet, vous faites l'art à la rue ou taxi galeriste sur YouTube. Non, mais Et là, non, mais c'est pas grave, si vous voulez voir. Parce que des fois, quand je raconte mes histoires, j'ai pris un avocat pour qu'il me défende, il m'avait pris 3 000 €. Le jour du jugement, au lieu de me défendre, il était parti en vacances. avec les 3 000 €. Voilà. Oui, bien sûr. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais après j'ai pris un autre avocat intègre, on a fait appel à Versailles, ils ont dit Oui, non, mais non. enfin, si le premier avocat il fait ça, il peut être, comment on dit, radié de... Non, il y en a qui le font, il paraît, c'est pas la première fois. Donc, On m'a dit, vous savez pourquoi? Mais je fouille de ma part. Hein. On m'a dit que c'était politique, mais ma mission était artistique. Sauf que quand vous aidez les jeunes en banlieue, à la télé, moi on m'a dit d'aider les jeunes en banlieue, j'ai fait comme ils m'ont dit, sauf que des fois,
ils nous disent de faire quelque chose, mais comme ils font tout l'inverse, ça veut dire qu'il fallait pas le faire. Et maintenant, vous êtes à la retraite? Ah bah oui, mais j'ai perdu 100 000 euros quand même. Alors je regrette pas. Hein. Et les tableaux, en 10 ans, j'avais 4 peintres, j'ai acheté 200 tableaux. Mais quand on sera mort, moi j'ai mon fils, Aramis, comme on a parlé en bas. Ouais. Aramis, ça veut dire à l'envers, ça fait ami des arts. L'art parle. Hein. La preuve, on parle beaucoup d'art dans votre expo avec Jean Gabin. Il y a des tableaux en plus. Hein. C'est important l'art, madame. Ah oui, c'est la Voilà. Et Jean Gabin, il défendait le populo, il défendait le peuple. Hein, c'est ça, non? Voilà. Moi, je sais pas ma génération. Ah, mais enfin, moi, j'ai bien lu ce qu'il y avait bien écrit. C'est bien écrit, c'est bien fait. Hein. C'est bien, après, c'est votre interprétation. Chacun, voilà, il interprète comme il peut, comme il veut. Voilà. C'est ça. Mais en fait, c'est bien expliqué là-dedans que c'est Hollywood qui a tout pris. Oui. Vous savez, lui, il a fini un cycle après la guerre en 1946. Le cinéma est parti à Hollywood et c'est comme ça. Isabelle, moi, il faut que j'aille. Voilà, bon, allez, ma madame, merci. Au revoir. Au revoir. Kenavo. Un moment, la dame de la mairie. Attention à la marche. C'est connu ça. Voilà, allez, Jean Gabin, merci. On repart dans l'autre sens. Oh, c'est un beau musée. Moi, j'ai parlé de l'art des cités, Valérie, parce que là, regardez, il y a d'autres trucs. Voilà. Il y a un plus. Quoi? C'est qui? Ah, voilà. Voilà. Jésus sauve. N'oubliez pas, Jésus sauve. Je vais lire ce qui est marqué en dessous. La Concovada s'élève ainsi pour au milieu de la ville de 700 mètres à la nuit à sa croix scintillante d'ampoules électriques. Il fait le signe de la bénédiction au-dessus de toute la baie de Guanabara. Adossé à la statue du Rédempteur, je contemple la vue des vues, la mer et l'infini, les montagnes de terre de Pérésopolis, les plaines, les baies, l'inexprimable. C'est le Brésil. Corcovado, obrigado, boa noite a todos. Et espérons que le monde se réveille. Parce que s'il reste endormi, donc regardez ça. Espérons qu'il se réveille. Mais ça, chacun. Croyez-vous qu'il soit possible en notre époque si troublée, où les difficultés matérielles sont si grandes, de réaliser de si vastes projets? Je me contenterai de vous rappeler la réponse de Périclès aux esprits pratiques qui lui reprochaient de dépenser à des œuvres d'art un argent qui aurait été dépensé bien plus utilement ailleurs. Qu'importe les difficultés du temps d'Athènes, soit doit construire de grands édifices où tous les arts trouveront à s'occuper plus encore que ses victoires et lui assureront une gloire immortelle. Entretien de Paul Landowski. Nous sommes à l'espace Paul Landowski. D'ailleurs, je ne sais même pas trop qui c'était. Faut que je regarde le temple de l'homme. Il faut faire une recherche sur Paul Landowski. Voilà. C'était un artiste, Paul Landowski, portraitiste. Voilà. Un sculpteur. Nombreux sont les portraits de personnalités de la vie artistique ou politique du cercle familial ou amical réalisé par Landowski naturellement. Il sculpte son entourage proche et ses 2 épouses successives et ses 4 enfants qui posent pour lui dans leur jeune âge, choix personnel ou commande. Ces portraits sont un parfait témoignage de son réseau. Henri Barbus, Charles Despiaux, Paul Valéry, Émile Turckheim, Georges Blumenthal, Alexandre Millerand font partie des plus célèbres. L'artiste, bien qu'il considère le genre comme mineur, en produit plus qu'une centaine, car tradition oblige, il est encore de bon ton, malgré l'apparition de la photographie, de faire son portrait par un peintre ou un sculpteur. Ce travail génère par ailleurs, comme la réalisation d'œuvres monumentales, rentrées d'argent, renommée et reconnaissance.
Il est là. Voilà. En fait, la photographie, dans les années 1900, ça a tué beaucoup les artistes. Voilà. Après, on fait tout en photo. Sauf que une sculpture monumentale, ça reste. D'ailleurs, n'oubliez pas, Boulogne-Billancourt, il y a le musée de Paul Belmondo, aussi sculpteur, le père de Jean-Paul Belmondo. Si vous passez par là, la fille du sculpteur. Ouais. La dame de la mairie, dès que tu commences à parler un peu pointu. Oh là là, elles sont balèzes les sculptures, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ah bah, on en profite, hein. Elle était gentille, la dame. Mais bon. Normalement, on pouvait pas mettre les trottinettes. Elle est passée, elle a dit non, non, regardez la trottinette, regardez ça, c'est... Oh, dis donc. C'était dans les appartements bourgeois de l'époque. Il y a les dates en plus. Les dates entre 1862 et 1925. Ouais, les sculptures. Et ben voilà, on va finir sur le mobilier. Je rappelle, Boulogne-Billancourt, c'est une ville quand même, après Paris, très cotée. Hein. La céramique à Boulogne-Billancourt. Et moi, je vais finir sur celui-là, sur l'ouvrier. Voilà, regardez d'abord un bateau. C'était le quoi ça? Le Normandie, paquebot le Normandie. Regarde Valérie. Donc, on va regarder. Voilà, bon bah, j'espère que ça vous aura plu. Tiens, le Corcovado. C'est Landowski qui a fait ça, je sais pas. Je sais pas. Qui c'est qui... Non. Brésil. Voilà. Jésus sauve. Voilà, et on va finir sur l'artiste. Là, c'est qui? Pascal Boureille. 1909-1999. Voilà. Allez. Eh ben, merci. À tout bientôt. Monsieur Landowski, à tout bientôt. On ira tous au paradis. Ça, c'est sûr. Bisous à tous. Merci pour tout.